Donc, je suis en train aujourd'hui de définir le concept d'intellectuel chez André Bello. Tâche, je l'ai découvert à mes dépens, quelque peu ardu à cause du caractère fuyant de la notion dans son œuvre. Le titre « Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?» aurait pourtant dû me mettre la puce à l'oreille par son caractère ironique et assez peu assertif. On connaît une anecdote. À l'automne 1981, Pierre Elliott Trudeau, s'adressant à des organisateurs politiques, leur lance, complice, la boutade suivante: « Il n'y a sûrement pas d'intellectuel dans la salle. » Donc, l'anti-intellectualisme de Trudeau pourrait être insignifiant pour notre propos s'il n'était pas évoqué dans ce texte publié en 1983 que Bello intitule « Les écrivains québécois sont-ils des intellectuels ?» Bello définit ici la notion d'intellectuel à la négative, contre un discours social qui le marginaliserait, qui le dépeindrait de manière péjorative. Bello conclut ce court article, non sans avoir préalablement lâché une vacherie sur le pauvre Yves Beauchemin. Donc, je cite, « Question. Les écrivains québécois sont-ils des intellectuels? Réponse, oui, mais l'idéologie de leur société leur défend de l'avouer. » Il est de peu d'utilité de chercher dans ce texte une définition précise de l'intellectuel, mais Bello a le mérite ici d'exposer les rouages de son esprit fondamentalement dialectique. Le point de référence pour identifier un intellectuel serait le discours qui l'empêche de l'être pleinement. Dans La Passion de l'essai, conférence prononcée en 1981 puis reprise par la suite, il continue à mettre en place cette curieuse ascèse de l'aveu. Si l'écrivain est un intellectuel qui ne peut l'avouer, l'essayiste est pour sa part un intellectuel qui avoue l'être. Il s'agit d'en finir avec la distinction quétaine entre créateur et critique, vous le savez, et Bello semble nous inciter à en finir avec d'autres distinctions. Pourquoi en effet s'arrêter en si bon chemin et continuer à distinguer l'écrivain de l'intellectuel, d'autant plus que les différences ne semblent persister que par le biais d'une scène fantasmatique d'aveu. Récemment, Rachel Nadon, à ma gauche, avec l'esprit de provocation qui la caractérise, me faisait remarquer que Bello était virtuellement absent du Liberté contemporain, dont je fais partie à titre d'éditeur. La chose ne m'a pas surpris outre mesure. Il est vrai que la mythologie aquinienne y a pris parfois beaucoup de place, mais tout de même un peu attristé, car si on doit choisir ses anciens, je dois avouer que je me sens beaucoup plus proche de l'œuvre de Bello que de celle de François Ricard ou Jacques Godbout. Question d'affinité politique et esthétique. Y aurait-il quelque chose au sein même de la définition de l'intellectuel qu'offre en pointillé Bello qui empêcherait sa filiation? La présence dans cette salle de nombre d'éminents chercheurs nuance ce constat trop catastrophiste, mais la nécessité d'en organiser un est bien minimalement l'aveu d'une sorte de réparation symbolique à obtenir. Tentons d'y voir plus clair qu'est-ce qu'un intellectuel pour Bello. Je propose ici la catégorie d'intellectuel intermédiaire, qui me permettra d'explorer quelques hypothèses. Vous me direz dans la période de questions si la catégorie vous apparaît trop barbare. Donc, le terme intermédiaire m'est d'abord venu constatant à quel point la notion de code, telle qu'expliquée hier par Lucie, telle que convoquée donc dans le texte code social et code littéraire dans le roman québécois, mettait en relief le caractère conflictuel du champ et de l'institution. En effet, la première acception d'intermédiaire que je veux explorer correspond à l'idée que l'intellectuel est celui qui s'inscrit dans un champ d'emblée polarisé, en l'occurrence, ici plus précisément, je cite Bello, dans le jeu réciproque des codes sociaux et des codes littéraires, de la littérature québécoise, doublement marginalisée par rapport à la France et l'Amérique du Nord anglophone. L'institution littéraire québécoise est donc, à tout le moins en 1983, toujours incertaine dans son choix de code, que l'on parle du rapport qu'elle entretient avec la tradition littéraire française ou encore, plus généralement, à une norme littéraire. Encore une fois, comme lorsqu'il est question de l'intellectuel, la définition de l'institution qu'offre Bello est négative. Il définit les règles de production et de lisibilité des discours littéraires en termes d'empêchement, de tension, de contradiction, de non-dit. Vocabulaire, précise-t-il, qui ne renvoie pas à une carence ou à une maladie, mais bien à une réponse négociée entre l'écrivain et sa société. Négociée, serrée, a-t-on envie d'ajouter, tant l'espace littéraire a les apparences sous sa plume d'un véritable champ de bataille. Cette structure trouve en effet d'innombrables échos dans la posture d'essayiste qu'André Bello construit patiemment dans l'ensemble de son travail critique et théorique, du contre le contre qu'évoquait Frédéric, donc du contre le contre, la position des grandes entreprises sur la question nationale, à l'intellectuel contraint d'être embarqué dans une discussion sur l'autonomie de la Guadeloupe. Comment ne pas y voir une remarque un peu polémique sur le modèle de l'intellectuel embarqué sartrien, jusqu'à la célébration de la possibilité de se contredire dans Liberté. L'activité intellectuelle est toujours placée sous le signe d'une dialectique
peut-être pas tant du couple ami-ennemi de Carl Schmitt, mais plutôt entre adversaires, dirons-nous. Cette dialectique mène d'ailleurs naturellement à une critique de l'anti-intellectualisme et ses multiples avatars, chez les intellectuels eux-mêmes, souvent, bien plus qu'à une définition positive de l'intellectuel. Cet agonisme constitutif a comme effet de mettre à distance toute forme d'essentialisation de la littérature. Il n'y a de littérature que lorsqu'on en parle, écrit-il dans le portrait du prof en jeune littératurologue. La fonction de l'intellectuel dans une telle économie agonique de la littérature consisterait en premier lieu à en parler, de la littérature, et ce dans les divers lieux où elle est l'objet d'un débat suffisant pour la constituer en objet conflictuel. L'hétérogénéité du champ et de l'institution littéraire, nous dit très clairement Bello, n'est pas une tare pour la littérature, c'est la condition même de son existence, parce que ce sont dans ces conflits que l'écrivain négocie des solutions langagières aux problèmes provenant à la fois du monde social et des pressions de l'institution, plus précisément de la double institution. Le conflit des codes a certainement à voir avec une grille de lecture largement marxiste qu'André Bello épouse de différentes manières. En effet, relisant l'ensemble de ses essais, on peut observer une récurrence de la question des classes sociales, problème que Bello ramène en quelque sorte comme pour remettre les pendules à l'heure. Remarquons que ses collègues de Liberté n'ont pas forcément la même sensibilité pour la chose. Je le cite, « On a toujours négligé l'appartenance de classe dans la question des rapports entre les Français et les Québécois, ou ailleurs. Il évoque l'abus de privilège du professeur qui profite de sa position pour mettre les rieurs de son côté, remettant en cause l'autorité hégémonique du professeur en posture d'autorité. Cette sensibilité aux diverses formes de domination réelles et symboliques ne peut évidemment faire l'économie d'une réflexion sur les différents niveaux de culture et leur mode de diffusion spécifique. Je le cite, « Ce que la société tolère mal, c'est qu'on dévoile et conteste le principe de l'ordonnancement des langages constitutifs du discours social. » Ici, l'intellectuel se ferait justicier et se donnerait comme mission de dévoiler le fonctionnement des discours. Dans cette définition de l'intellectuel se dessinant en creux, il y a l'idée que l'intellectuel n'est pas inféodé à l'idéologie, tout à fait conforme à l'idée que Liberté en général se fait à l'époque de l'intellectuel. Il est bien sûr que lorsque j'affirme que le cadre de Bello est d'inspiration marxiste, c'est en gardant en tête la méfiance de Bello à l'égard d'un marxisme à sécurité maximale, je le cite. Donc, marxiste sans être marxiste, en quelque sorte. D'ailleurs, je vais prendre une gorgée d'eau tant qu'à avoir dérangé tout le monde pour aller en chercher. D'ailleurs, sur la question de la culture, on voit bien que le marxisme de Bello est quelque peu confus, convoquant tantôt l'industrie culturelle adornienne, puis sermonnant les lecteurs de Bakhtin, qui se serviraient de ces théories pour relancer, je le cite, le vieux débat entre haute culture et culture de masse. Dans son investigation du fonctionnement de la culture, il me semble, par moments très proche de Raymond Williams, qu'il n'a, je ne prononce pas Raymond Williams, pour ne pas reproduire l'effet de Ron, donc il me semble par moments très proche de Raymond Williams, qu'il n'a peut-être pas lu, qui n'est très certainement pas une référence explicite, mais qui me semble éclairer la conception déjà très riche de la culture chez Bello. Je note d'ailleurs que Lucie Robert, dans l'introduction de l'Institution du littéraire au Québec, fait un passage en cherchant à mesurer la valeur d'usage et la valeur d'échange de la littérature. Elle passe directement de Bello à Raymond Williams, sans pour autant que j'ai réussi à trouver, j'ai demandé à Benoît Melançon, il ne croit pas qu'il a lu Raymond Williams. Donc, je me permets d'avancer là-dedans, tout en sachant que, comme pour Barthes, ça peut poser quelques problèmes. Ah oui. Donc, l'article de Bello, Culture de masse et institutions littéraires, a en effet tout à voir avec le travail de Williams. Il est vrai, pas très connu alors au Québec. Chez Williams, la culture est un ensemble de pratiques et n'obéit pas à une reproduction mécanique. La culture y est stratifiée en sous-catégories, la culture résiduelle, c'est-à-dire les idées qui proviennent des cultures rurales, par exemple, et qui sont en général assez en adéquation avec la culture dominante. La culture émergente, marge bien étroite, les idées sont vite récupérées, nous apprend Williams, et les pratiques alternatives et oppositionnelles, je vais vite, je dis des choses vite et mal. La culture légitime, nous apprend Williams, n'appartient pas qu'à une élite, pas plus que les formes de culture populaire ne seraient que le produit d'une masse homogène et influençable. Morale de l'histoire, il n'y a pas de rapport abstrait entre culture et société, postulat que Bello pourrait tout à fait faire sien. J'ajoute que Williams a lui aussi sa petite théorie du langage qui ne confine pas le sujet à une impuissance devant l'idéologie qui l'interpelle. Alors, dans ce lieu conflictuel et stratifié qu'est la littérature, quel est donc le rôle de l'intellectuel? J'y reviens.
Pour trouver une définition peut-être plus intéressante, il faut passer par le texte « indépendance du discours et discours d'indépendance ». Si on reprend la typologie empruntée cavalièrement à Williams, l'intellectuel est ici, dans ce texte de Bello, celui qui sait naviguer entre les niveaux de culture et qui comprend leur agencement hors d'une lecture marxiste qui ferait fi de leur structuration complexe, mais aussi hors d'une lecture qui ferait abstraction de la question des classes sociales. Mais il est aussi intermédiaire entre l'œuvre littéraire, car l'intellectuel est essentiellement littéraire chez Bello, et un lecteur. Dans cet essai, le « je » de l'essayiste a une valeur transindividuelle, c'est l'expression de Bello, ce qui ne fait pas de lui pour autant un porte-parole. Le refus d'être le porte-parole semble ici symptomatique d'un Bello tout à fait méfiant, de l'intellectuel révolutionnaire qui prend parole pour les autres, que ce soit au nom d'un groupe ou d'une génération, geste qui serait contraire à la liberté fondamentale de l'écrivain. Comme il l'écrit dans son article sur Amos Oz, cité par Marie, l'égalité se manifeste également par une solidarité langagière qui s'étend à tous les membres d'une communauté, y compris le lecteur. Bello tente donc de définir le discours sur l'indépendance en identifiant son répondant, sa composante dialogique. Tout référendum, nous dit-il, est par nature manichéen. Parmi tous les moments de division dans une société, Bello choisit l'affaire Dreyfus, qu'il donne en exemple, événement politique, vous le savez, qui incarne la naissance de l'intellectuel moderne, symbole fort de la conflictualité politique et de l'intervention des intellectuels dans la cité. Donc, pour identifier avec précision où naît ce discours dialogique sur l'indépendance, il remonte, sans surprise, jusqu'à la Révolution tranquille et à ce qui, je le cite, a modifié profondément le système de discours au Québec, élargi le domaine de l'opinable, du pensable, de l'argumentable. Je le cite encore, on suppose que les changements ayant quelque portée concrète se signalent en premier lieu dans le discours proprement politique ou dans le discours économique, mais les choses ne sont pas aussi simples. Il peut arriver que la nouveauté politique, même la rupture politique, d'abord, apparaisse transcodée dans d'autres discours, tels que par exemple le discours littéraire. Fin de la citation. Les discours, nous apprend Bello, assez œcuménique pour le coup, circulent, les thèmes, je le cite, migrent d'un discours à l'autre et un équilibre nouveau se forme. Bon, malgré cet apparent relativisme, Bello désigne une fonction précise des intellectuels assumée durant la Révolution tranquille par les collaborateurs de Parti pris et de Liberté, soit celui d'intégrer des impensés au discours social. Cette nouvelle génération a décloisonné le champ de ce qui était concevable en élargissant les discours existants et dominants, forcément, sans séparer, quoique de manière différente, littérature et discours politique. Évidemment, sans surprise, l'autre pôle de ce dialogisme est incarné par Cité Libre, qui, pour sa part, agit plutôt en machine à assimiler l'inassimilable à des catégories connues, fussent-elles infamantes. Sont ainsi mis face à face Gérard Pelletier et Pierre Vadeboncoeur, duel quelque peu injuste. Le second, évidemment supérieur au premier dans sa capacité à intégrer des signes au lieu de réagir à des signaux. Vadeboncoeur, devant la génération de parti pris, a eu une réaction digne d'un intellectuel en les accueillant. Je le cite, « La jeune génération est différente de la nôtre en ce qu'elle ne préjuge de l'échec d'aucune idée. » C'est Vadeboncoeur que je citais. Il n'est pas inutile de rappeler que Bello, accueillant cette jeune génération, celle de Parti pris dans Liberté en 1963, avait fait preuve d'une semblable bienveillance, affirmant alors que la littérature est un combat, faisant de la revue un lieu à la fois dissensuel et accueillant. Je ne connais pas le détail de la chose, mais j'ai bien l'impression que tous n'étaient pas aussi accueillants dans le comité de rédaction avec la génération de Parti pris, mais je ne connais pas le détail de l'histoire, ce sera à d'autres de répondre à cette interrogation. Donc, Bello établit, mine de rien, une distinction politiquement assez raide entre le véritable intellectuel, celui qui fait advenir le changement social dans le discours, et le mauvais intellectuel, complice du pouvoir. La méfiance de Bello envers l'embrigadement des intellectuels ne porte donc pas seulement sur ceux à gauche qui ferment les yeux sur les idéologies totalitaires, mais aussi ceux, de l'autre côté, qui, par la force du langage, sont du côté de l'oppression. Je le cite, « Ceux qui avaient, en 1964, un langage que le milieu de Cité Libre voulait maintenir à toute force hors du langage, sont ceux-là même qui prirent le chemin des cellules en 1970. Les mêmes personnes qui, quelques années plus tôt, croyaient entendre le bruit des bottes dans les premiers essais de ma génération, ajoutèrent et raturèrent
les listes ignobles, les noms de ceux d'entre nous que la police devait amener. C'est ainsi que l'on passe de la dénonciation à la délation. Passage qui n'est pas cité très souvent parce qu'il correspond justement pas exactement à l'idée d'un Bello tout à fait, disons, relativiste. Donc l'indépendance du discours advient lorsque les intellectuels sont capables d'accueillir la nouveauté, ce qui était préalablement impensable. Je le cite, il faut que certains événements arrivent dans le langage avant d'arriver dans la réalité. Tout ce qui, chez nous, tend à diversifier, complexifier, étendre et renouveler le champ du discours, travaille, en fin de compte, pour l'indépendance. L'intellectuel a une fonction politique assez importante qui obéit à une logique du transcodage. Les idées politiques arrivent d'abord dans la littérature et il est la responsabilité de l'intellectuel de modifier le code, pas exactement de les décoder, ce qui serait peut-être un peu trop autoritaire comme geste interprétatif, afin qu'elles adviennent dans le réel. Plus encore, il est également celui qui se place entre la littérature, ou disons plus largement le discours, et un récepteur, une attention au lectorat qui rend compte d'un champ culturel défini par des pratiques, c'est-à-dire par des modes de réappropriation de la culture par les membres d'une communauté. Bello place l'intellectuel non pas comme porte-parole, même si c'est dans cette fonction de transcodage, il reste des traces peut-être de l'idée d'un intellectuel d'avant-garde. L'intellectuel a comme rôle de comprendre les discours, voire de les complexifier. Bello lui donne un rôle d'intermédiaire, au sens d'entre-deux, entre l'écrivain et le lecteur, entre le discours social et son possible interprétant. S'il semble par moments répugner à accorder une fonction politique à l'intellectuel, ici, la place qu'il lui accorde n'est certes pas celle de l'intellectuel engagé dans un parti, à servir à une cause, mais tout de même fortement politisée. La responsabilité de l'écrivain est intimement liée à sa capacité à manier le langage, à le manier en toute souplesse. Sa responsabilité concerne, en dernière instance, les rapports entre le langage et le réel, à lier les choses aux mots. Ne pas cloîtrer le discours, c'est ne pas confiner le réel. Pelletier et Trudeau ont d'abord empêché l'indépendance en la rendant illégitime dans le discours, nous dit-il. Tentons de récapituler un peu. Bello semble quelque peu peiner à définir ce que serait un intellectuel en sol québécois. En effet, le modèle de l'intellectuel révolutionnaire n'a pas la même signification au Québec qu'en France pour des raisons contextuelles sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. On a pu voir que, de manière générale, l'adhésion à une ligne de parti semble contraire à la polysémie qui domine son imaginaire politique. Il ne rejette pas le modèle de l'intellectuel critique, mais on ne peut pas dire que Bello se donne comme projet de remettre en question les fondements épistémologiques de cette discipline, quoique c'est peut-être de ce modèle-là, il n'est pas tout à fait non plus totalement éloigné. Certes, il propose un certain nombre d'interventions théoriques, mais rien qui ne ferait de lui l'équivalent de ses contemporains français, Bourdieu, Derrida, Foucault. L'intellectuel de gouvernement est évidemment moqué par Bello, je pense à une pique, à Jean Lemoine. Quant à l'intellectuel spécialiste, Bello ne correspond pas à ce modèle, à la fois par conviction et par mollesse, je dirais. Il suffit de compiler le nombre d'occurrences des formulations du genre « cette question mériterait une étude plus exhaustive », on excusera la brièveté de ces quelques indications, pour en arriver à la conclusion que Bello oscille entre une certaine paresse, une grande curiosité et un refus clair et net de s'enfermer dans un savoir spécifique qui le réduirait à l'état de demandeur de subventions numériques, comme il le dit lui-même. Donc, ces modèles français que j'évoque très brièvement ne sont pas appropriés pour l'intellectuel québécois, semble nous dire Bello, en partie parce que si le champ intellectuel français est bien sûr polarisé, il suffit de lire, disons, La guerre des écrivains de Sapiro pour comprendre que cette polarisation du champ ne se réduit pas à une joute stratégique et peut avoir des conséquences funestes, il n'est pas pour autant structuré par le conflit des codes à la québécoise et par sa double institution. L'insécurité linguistique et culturelle des Québécois exige, en effet, autre chose qu'un intellectuel prophète guidant les foules vers l'émancipation. Il impose, en fait, ou plutôt la situation culturelle des Québécois impose un modèle plus souple, un modèle intermédiaire, en quelque sorte, où l'intellectuel est celui qui clarifie, qui ne camoufle pas la vérité. Jusque-là, on est dans un modèle assez éprouvé, mais qui négocie des solutions langagères entre l'espace public et l'espace littéraire, qui reste conscient des problèmes de classe qui traversent la culture et le discours social. Le vrai intellectuel, selon Bello, c'est percevoir les nouvelles idées, la variété des possibilités du langage. Il ne rejette pas la norme parce qu'il sait être narquois devant elle. Il ne se construit pas véritablement contre la norme. Il se construit dans la norme avec beaucoup de jeux, au sens d'espace, avec beaucoup de jeux dans le langage.
Il est également intermédiaire, j'ajouterais, mais je vais laisser ça peut-être à Micheline Cambron, d'un point de vue institutionnel, car il peut s'inscrire à la fois dans l'institution universitaire, sans être spécialiste toutefois, et dans divers lieux culturels, Radio-Canada par exemple, l'ONF, Liberté. Pour conclure, j'en reviens à la question du début de la postérité. Que faire dans le présent avec une telle posture d'intellectuel? L'intellectuel intermédiaire, comme j'ai tenté de le définir, est-il encore possible en 2015? D'une part, on peut constater que le champ intellectuel actuel ne favorise pas exactement ces allers-retours entre la sphère académique et la diffusion, disons au mieux, d'un public pas exactement restreint. Déjà en 1981, Bello affirme « Il est sûr que je pratique un type de discours que l'institution littéraire québécoise ne valorise pas autant que d'autres. Il m'arrive d'avoir le sentiment que j'aurais produit davantage si j'avais été dans un autre milieu. » écrit-il dans la façon de l'essai. Bello peut certes blâmer son milieu. Reste que sa postérité, relativement discrète, peut s'expliquer par une forme de poétique de l'inachèvement qui ne favorise pas, à mon avis, la descendance intellectuelle. François Dumont, dans un article de 1992, où il propose une analyse de la collection papier-collé, même plus précisément du rapport à l'indépendance dans la collection papier-collé, remarque, je cite Dumont, « Ce culte du paradoxe s'expliquerait sans doute par la méfiance que les contemporains entretiennent envers les systèmes clos et les utopies unitaires, lesquels n'auraient produit que des déceptions. Mais la caractéristique de l'essai québécois contemporain serait peut-être moins la déception ou la destruction des certitudes que le fait de considérer l'inachèvement lui-même comme une fin, comme une garantie que le point d'arrivée est aussi le point de départ. Ainsi, faire de l'essai littéraire, cela servirait moins à conclure qu'à continuer, écrit Dumont. Cette ligne me semble en effet assez très mince. Ce refus de conclure correspond tout à fait à la logique du transcodage que j'ai évoquée aujourd'hui. Cette logique s'apparente parfois, dans sa version, disons, douloureuse, au parcours du transfuge de classe, toujours mal à l'aise avec les codes, alors que son versant utopique rend possible l'adoption d'identités politiques, intellectuelles, résistant farouchement à tout essentialisme, ce qui marque évidemment sa conception de la question nationale. Mais le culte du paradoxe de nos essayistes est parfois un legs compliqué, j'ai envie de dire. Peut-être est-il plus facile d'avoir un père ou un grand-père fou et autoritaire, disons Hubert Aquin, qu'un père ou grand-père sympathique, rusé, mais peut-être un peu fuyant.